Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Let's Fight! Cette semaine, on parle de Michael J. White avec mes co-hosts Jean-Michel et Jay Kurz. Comment vous allez les gars ce matin? Ça va super bien. Mon chien est mongol. Je vois ça, Chris, il y a plus d'énergie que nous autres à matin. Ouais. Il y en a un sur le café, il y en a un à moitié réveillé, puis l'autre il se bat avec son chien. Faites comme si j'étais pas là, on continue. Ben, se battre avec son chien, on va se le dire, c'est quelque chose de vraiment plus facile et d'enjoué que de se battre avec la personne dont on va parler aujourd'hui. Ah ouais, Yes. définitivement, si tu me donnes le choix, je prends presque toutes les races canines avant Michael J. White. C'est ça notre opening statement. C'est ça, Si j'avais l'opening. le choix de me battre entre Michael J. White ou genre une horde de chiens enragés, je prendrais je prendrais la horde de chiens, genre. Ouais. On y va avec Legit. ça? On y va avec ça, j'aime ça, moi. Ben, ça finit le podcast. Voilà. Nous allons écouter. Fait que Michael J. White, on voulait parler de lui parce que ce mois-ci, on parlait de Steven Seagal / Michael J. White. Puis après avoir parlé d'un troll aussi grand que Steven Seagal, on avait parlé d'un autre acteur, mais qui essaie de vraiment faire du bien pour les arts martiaux puis qui est actually bon. En fait, notre opinion Ouais. commune, c'est qu'il est bon dans ce qu'il fait. Contrairement, mettons, à notre cher Seagal, que lui, pas mal moins gracieux. Puis étrangement, ce qui est intéressant aussi, c'est que les deux ils ont travaillé un peu ensemble. Tu sais, Michael, il a starré un peu dans certains films avec Steven Seagal, dont un récemment en 2016, je pense que c'est Asian Connection, là. C'est drôle parce que Michael J. White il a dit en entrevue que c'est vrai que Steven Seagal bat ses stuntmen. Comme Ouais. Steven Seagal donne des vrais claques et frappe des stuntmen. Fait que là, la personne avec qui il fait l'interview, il dit « Ben toi, t'as-tu déjà frappé? » Puis Michael J. White fait juste dire « Ah non, il sait qui il doit pas frapper puis qui il peut frapper. Ah, that's it. Yo, t'imagines-tu Michael J. White go to town sur Steven Seagal, mon gars, il va juste comme le démolir. Il va juste le démolir. » Ah ouais, ça serait pas beau, là. Non, mais ce serait incroyable. Moi, je paierais pour ça. Steven Seagal Ah, essaierait son kick d'Anderson Silva. Ouais. Mais il serait pas capable, ça comme ça bloquerait sa bédaine. Fait que là, il jammerait, genre, pis... De toute façon, Michael J. White, si vous avez écouté Falcon Rising, tout ce que tu sais, c'est que si tu kick Michael J. White, il va kick ton kick! Puis après ça, il va te troller jusqu'à ce que, genre, t'aies comme perdu confiance en toi, puis qu'il t'ait complètement démoli mentalement, puis après ça, il va juste te ram viol. La base, quoi. Tu sais, quand Ouais. t'es that point supérieur à ton adversaire, aussi bien l'humilier. Non, Ah, exact. c'est- Parce que la légende du showbiz veut que Michael J. White a été capable de développer le front kick sans l'apprendre de Steven Seagal. Wow. Hey, ça, c'est vraiment impressionnant dans le milieu, là. My god, c'est genre, c'est fucking un bon gag, ça, man. J'adore ça. Michael J. Ok, White, il a commencé il y a longtemps, quand même. Il a commencé les arts martiaux à 8 ans. Il est ceinture noire dans 7 styles. Qu'est-ce qu'il a le temps, man? J'ai même pas le temps d'être noir dans une. Wow. Fait qu'il a fait du karaté Shotokan, du taekwondo, du kobudo d'Okinawa, du goju-ryu, du tang sudo. Ouais, C'est- le Tang Sudo. Ouais. C'est quoi du tang sudo? Tang Sudo, c'est. Comment je peux expliquer ça? C'est un peu particulier, mais c'est un. Ça ressemble un peu à du karaté mélangé avec genre. C'est-tu coréen? Ça se peut-tu que ce soit un peu coréen? Il y a des racines coréennes dedans, idée. mais c'est en tout cas, c'est bien. C'est un genre, ça ressemble. Tu regarderais ça de loin, ça ressemble un peu, mettons, à du karaté, mais je dirais qu'il y a un peu de kung fu, là. C'est comme un. Ok. Il a fait aussi du kung fu, mais wushu style. Ouais. Puis évidemment, il a fait du Kyokushinkai. Tu sais, quand tu fais du karaté, c'est comme un... Il fait tout, là. Il a tout fait. Shotokan, c'est un style plus moderne de karaté. Goju-ryu, c'est un style peut-être un petit peu plus vieux. Le fondateur du Kyokushin, je pense qu'il faisait du Goju-ryu. En tout cas, ils se tenaient ensemble. Donc, c'est des styles un petit peu plus genre je frappe une roche comme pour m'endurcir là un peu là. C'est moi j'ai déjà pratiqué avec un gars qui avait justement une école de Goju-ryu. Puis
Tu commences là, puis là, bon, ben aujourd'hui on fait la drill, mettons, pour se renforcer, mettons, les os des avant-bras. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on se donne des coups avec une autre personne, ses avant-bras, genre de comme. C'est comme ça que tu commences, là, genre os contre os, pang, pang, pang. C'est ça. Faut que t'ailles mal pour devenir plus solide. C'est comme la philosophie de cet art-là. Ouais, genre. Ou faut que tu deviennes solide pour devenir solide, c'est plus ça. Plus t'es solide, plus tu fais mal, fait que deviens solide. Ouais, c'est ça. Quand même, dans sa carrière d'art martial, il y a eu 26 titres différents, dont il y a eu le US Open, il y a eu le North America Open, puis il y a eu le New England Grand Champion Title. Quand même des bons titres, là. Fait que tu sais, quand tu compares quand il y a Steven Seagal qui dit « Y'en a pas des acteurs qui savent bien se battre à part moi. » Comme, sont où tes titres? Eh non, mais ils sont underground, voyons donc. Ah, c'est vrai, ça, dans les Je peux dojos pas les underground. révéler parce que si Steven Seagal nous révèle sa liste d'achievements, on va devenir aveugle. Ah! Je veux dire, c'est pas fait pour les yeux des simples mortels. Tu comprends? Il y a juste les anges qui peuvent... C'est un acteur? Hein? Ouais? Non, c'est vrai. C'est. Ok. Pas dit qu'il a réussi, là, mais il est dans des films. Ouais. C'est Steven Seagal, il est dans des films. Je sais pas Non, s'il y avait des c'est- personnages, mais... Le gars, c'est comme Batman. Le vrai personnage, c'est Batman. Il se déguise en Bruce Wayne. C'est ça le. Ah, là, je comprends. Tu comprends? Quand il joue un personnage à la télé, c'est vraiment lui. Mais quand il redevient Steven Seagal puis qu'il s'en va en Russie manger des carottes, c'est son masque. Puis à part Steven Seagal, il s'est aussi entraîné avec Jean-Claude Van Damme. Vous autres, Jean-Claude Van Damme versus Steven Seagal, c'est qui gagne? Jean-Claude. Ben ouais, définitivement. Yo, le gars, là, il est poudré ben raide, là. Il est pas arrêtable. Je veux dire, il y a le pouvoir de la cocaïne derrière lui, c'est sûr qu'il gagne. Quand tu fais des lignes en faisant la split, il y a pas grand monde qui peut t'arrêter. Il fait des lignes sur ses jambes. Bon training. Bon training. Michael J. White il a commencé sa carrière d'acteur dans la série de Toxic Avenger, Part 2, Part 3. Moi, c'est un peu trop vieux pour moi de Toxic Avenger. Paraît que c'est iconique. J'en doute pas. Ouais, c'est correct. C'était une BD qu'ils ont transformé un peu en film parce que, tu sais, il y a eu cette mode des années 80 là où est-ce que ils ont commencé à refaire un peu des films style un peu super-héros. Mais pas les super-héros qu'on connaît, genre, mettons, Batman, puis ces affaires-là. Ils ont vraiment des ils sont D-listers, puis des... vraiment des affaires pas chères. Tu sais, les Teenage Mutant Ninja Turtles, c'était une BD avant d'être un film. Bon, The Toxic Avenger, c'est la même chose. Je sais pas si Robocop, c'était une BD, mais le concept en tant que tel, c'était très ce BD, genre là. d'affaires-là. Là. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que c'est ce genre de période-là où est-ce que ils ont fait comme ça, ne tente pas d'avoir des nouvelles idées, on va prendre des affaires qui existent déjà, ça coûte moins cher, tu sais. Les Tortues Ninja, c'était pas des jouets avant de tout ça? Ça Non. se peut... Ça se peut C'était que ce soit des un temps. BD. C'était des BD avant. Et après ça, c'est devenu des. Je pense que c'est devenu un cartoon. Puis après ça, c'est devenu un film. Puis après ça, c'est devenu des jouets. Parce que les années 80, c'est la période où est-ce qu'on fait des choses à la télé pour vendre des bébelles. Parce que le gravy est des bébelles. OK? Pour ceux qui savent pas, George Lucas, quand il a fait son film, il a vendu tous les droits de ces cochonneries, de ces bébelles, de ces affaires-là pour genre des peanuts. Je pense qu'il y a juste comme 1% de toutes ces bébelles. Parce que dans ce temps-là, il pensait que ça allait pas pogner pantoute. Puis comme on le sait aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, ils vendent plus de bébelles de Star Wars qu'ils vendent de films de Star Wars, tu sais. Fait que les années 80, comme mettons Transformers. Transformers a été fait en BD juste pour vendre des bébelles. G.I. Joe, Mais c'est oui. la même chose. Donc c'est cette période-là iconique où ils faisaient ça. Puis c'est un peu qu'est-ce qu'ils ont fait avec les Tortues Ninja, en fait. Moi, ce que j'aime de Michael J. White, c'est qu'il a fait beaucoup de films qui sont nice pour la culture geek. Tu sais, il s'empêche pas, malgré qu'il fait des arts martiaux, de faire des trucs un peu, je vais pas dire champ gauche, mais qui se permet d'être super comique dedans. Ouais. Tu sais, entre autres, il a fait Black Dynamite. T'as-tu envie d'en parler, JM, de Black Dynamite? Ah, mais je vais en parler de Black Dynamite. Mais avant, je veux juste revenir.
il a fait des films aussi typiques parce que tu sais, Michael J. White, c'est un acteur qui est noir, mais il y a aussi une certaine voix qui est assez intéressante où est-ce qu'à partir, mettons, de la fin des années 80, début 90, on avait besoin de des acteurs forts. Tu sais, comme dans des Toxic Avengers, il y avait besoin d'avoir la grosse voix black un peu You de need Michael to J. have White that qui faisait. voice! C'est ça, genre, il y avait besoin de ce genre de truc-là. La même chose quand ils ont fait Spawn dans les années 90, quand ils ont ressorti des films de super-héros. Un peu comme avec le Batman de Michael Keaton puis ces choses-là. Ils ont fait Spawn. En fait, c'est le premier super-héros noir à la télé Tellement bon, en dans un plus, Spawn. film de Marvel. Puis c'est quand même un bon film. Oui, c'est un film de son époque, là. Tu le regardes aujourd'hui, puis les CGI ont un peu mal vieilli, mais je veux dire, la base du film est quand même pas pire. C'est quand même un très bon film. Ça a été un très bon film pour son époque, mais t'avais besoin d'un personnage fort. Puis bon, le personnage est black, là, donc t'avais besoin d'un personnage black fort. Puis je sais pas, mais il y a Michael, quand il parle, il y a comme une bonne voix pour faire ce genre de personne-là. Ce genre de personnages un peu tourmentés qui souffrent, ces choses-là. Je trouve que c'est super bon dans son casting. Fait que c'est comme ça un peu qu'on l'a connu d'ailleurs avec Spawn, plus qu'avec de Ben Toxic oui. Avenger. Là. C'est son rôle qui l'a vraiment projeté sur la carte d'Hollywood, là, je dirais, là, sur la carte de comme je suis célèbre maintenant, mettez-moi dans tous les films. Ah, vraiment. Non, exact. Puis c'est pas le genre de film sur lequel il pouvait miser sur sa belle gueule, là, parce que il était dégueulasse là, dans ce film-là. Là. Ouais. Mais il pense reboot, hein, Spawn. J'ai vu Je des dirais. discussions parce que c'est vraiment un super-héros pertinent, pis surtout avec la mode de prendre des anti-héros un peu parce qu'on s'entend que c'est un héros violent. Ouais. Fait que Honnêtement, il devrait fit, ramener là. Michael J. White dans Spawn. Ça serait épique. Genre un vieux Spawn super violent, genre pis brisé. Ah, ce serait malade. Mais le personnage de Simmons, dans le fond, qui est joué dans le film, c'est pas un jeune, c'est un Non. gars qui a une vie, il a une femme, il a un enfant, puis il se fait backstabber. Bon, je te dirais pas qu'il est en fin de carrière, mais tu sais, ça joue, là, ça jouerait, là, tu sais, s'il avait Oui. 40 ans, là. Tu lui donnes 45, mettons. Ça se fait Le Michael, il commence à être vieux, là, il doit être dans la soixantaine, il a 56. Non, il serait capable de le faire. Il serait capable de le Non, faire. pis check les vidéos YouTube, il est encore en forme, le gars, là. Ben oui. Le gars, il a un six-pack sur son six-pack, là. Tu sais. Il a l'air d'avoir 32 ans. Là. Il est capable de contrôler son six-pack pour faire des emojis avec. Ouais, on devrait arrêter de faire des jokes de Chuck Norris, puis on devrait commencer à faire des jokes de Michael J. White. Oh, le successeur! Ça pourrait être pas pire, ça. Je suis dans le En net même temps, tu mets Chuck Norris dans son prime face à Michael J. White dans son prime. Ah, une compétition de karaté. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas, mais... je sais pas. C'est juste qu'il y en a un que, genre, il y a du chest il y a du poil de chest roux, puis L'autre a des chests sur ses chests sur ses chests. ouais, c'est ça, tu sais. Yep. Quand tu le vois dans ses vidéos, justement, de training, qui montre des positions, genre, tu vois toutes les délimitations, pis comment son muscle bouge dans sa motion, pis je suis comme... J'ai pas le gars, des muscles délimités, moi, Chris! Le gars, Ils sont c'est délimités sur vraiment... sa délimitation, tu sais. Mais le gars, il est... Pour un gars qui est en shape, il est en shape, là. Mais moi, je l'ai connu plus pour ses films, mettons, d'artistes martiaux, avec Blood and Bone puis Falcon Rising, qui sont quand même des très bons films. Si tu veux voir de la baston, là, c'est quand même quelque chose. Tu sais, dans Falcon Rising, il y a juste une scène où il décalisse Bob Sapp. On a parlé de Bob Sapp comme étant un des pires UFC guys qu'il n'y a pas, mais c'est quand même Bob Sapp, là. C'est un acteur le fun à voir dans des films, puis il y a une belle chorégraphie où est-ce qu'il fait juste le violer. Non, en tout cas, moi je me battrais pas contre Michael J. White. Le gars, il a de l'air violent, il a de l'air méchant, là. Ah, parce que dans ses films, mettons, modernes ou de guerre, Falcon Rising, c'est super bon, là. Ça peut... Tu sais, y a pas beaucoup de monde qui peuvent le regarder et faire comme, ah, c'est un mauvais film, je pense, là. C'est un super bon film d'action, là. Très bon film, man. Non, exact. Puis le gars, c'est pas juste un chorégraphe qui sait faire des bons moves, puis que parce qu'il a une coupe de ceinture noire, il est bon en kata, fait que c'est donc ben beau à voir à la télévision. Le gars, il se fait approcher par plein de combattants de MMA pour qu'ils puissent leur apprendre des techniques spécifiques en vue de certains combats. Il s'est beaucoup pratiqué avec John Jones, il a pratiqué aussi avec Rashad Evans, il a pratiqué avec plein de champions, d'anciens champions de la UFC. Il continue de le faire aussi.
Il y avait un film à un moment donné qui tournait avec Kimbo Slice où Kimbo devait faire une scène où il l'attaquait dans les toilettes avec plein d'autres prison, filles, ouais. puis il les défonce toute la gang, puis après ça, en 2 shots, il lui apprend à donner un coup de poing sans que tu puisses le voir venir. Ouais, c'est vrai, j'ai tout vu ça. T'as-tu remarqué aussi que... Il l'a complètement mindfuck. Là. oui, mais t'as-tu déjà remarqué que son move un peu iconique, tu sais, tout le monde a un peu un move à eux autres, là, tu sais, Oh, ouais. mettons, Jean-Claude, c'était ta split, whatever. Jackie Chan, c'est qu'il est capable de se battre avec une échelle, tu sais. Mais comme... Michael J. White, il y a comme un move iconique où est-ce qu'il saute, il kick 2 personnes de chaque côté, puis il punch une personne en sautant. Il y a Oui. comme un triple threat jump où est-ce qu'il fait juste comme pétailler la 3 personnes en un jump, là, tu sais. Où est-ce qu'il saute, puis il donne un genre de scissor kick comme ça. Puis je sais pas pourquoi, mais Chris, ça marche bien pour le cinéma. Puis il y a toujours comme un angle fun quand il fait ce move-là. C'est un peu comme son kick iconique de tous ses films. Je sais pas s'il l'a dans tous ses films, mais il l'a dans comme au moins 3 de ses films. Puis à chaque fois, je suis juste comme, il est là, le kick, il est là. Ouais. C'est vrai que c'est flashy comme move de cinéma, là. Scissor kick, punch le 3e d'en face. Bam! Ouais. J'imagine que c'est bon. l'avantage quand tu passes tout ton temps justement à t'entraîner, à perfectionner des mouvements, des techniques spécifiques. Puis qu'après ça, tu fais juste adapter tes arts martiaux au cinéma. Parce que oui, bien sûr, c'est une question d'angle. Est-ce qu'il serait capable de le mettre, de le placer dans la vraie vie, dans un vrai combat? On peut en douter sérieusement. Faudrait que le monde soit bien placé pour, là. Ouais, faudrait qu'ils se battent contre 3 dudes, ça marche pas, là. Puis que les 3 se placent exactement de la bonne façon. En plus. C'est pour ça qu'il s'est jamais battu contre Steven Seagal puis contre Jean-Claude Van Damme. Comme Ouais. dans les boys, vous êtes pas 3. C'est ça. Il en manquait un. Il manquait Ashina Kim dans le coin. Moi, j'ai déjà rencontré Michael J. White. Ah ouais? Ouais, Il est j'étais pas allé très avec grand, hein. André à une genre de conférence, pas une conférence, mais genre un truc d'arts martiaux, genre Atlantic City dans un casino. Là. Il y avait comme plein d'acteurs de plein d'affaires, plein de gens qui faisaient des arts martiaux. Puis il donnait une conférence, puis j'ai écouté sa conférence sur les arts martiaux. Puis c'était bien, c'était cool. J'y ai serré la main, j'ai pris une photo. Puis il est vraiment fin. Il est vraiment fin, il est super approchable. Il était très très cool. J'ai fait comme I'm a big fan of your movie. Tu sais, puis tout, il dit my favorite movie is Black Dynamite, is the funniest shit I've ever seen, man. Puis il était juste comme oh great, you watch my stuff, man. It's really cool. Thank you for coming. Puis vraiment 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 cool le gars. Fait Ça c'est le fun parce que on sait que dans ce milieu-là, des fois quand tu montes haut, viens avec une attitude super weird. Mais lui, il a gardé son attitude de comme je suis un friendly guy, je suis nice. Il a l'air d'aimer ça les séminaires. Tu sais, tu l'entends en interview puis il fait encore tout plein de séminaires dans martiaux là. Tu sais, il aime ça se promener around, rencontrer du monde puis échanger. Là. Ça c'est bon cool. gars, man. Là t'as mentionné Black Dynamite, fait qu'il faut qu'on en parle. La période de Black Dynamite. Hey, moi, je vais être inculte totalement, mais j'ai pas vu ce film-là. Mais je vous jure que je vais aller l'écouter après. Là. C'est hilarant, man, comme film. C'est... Dans le fond, là, c'est dans les années 70, ok? Ben, tu peux peut-être un peu en parler, puis on en parlait tantôt que le show commence, c'est que la communauté noire des années 70, qui avait peut-être moins accès, mettons, au cinéma de cette époque-là, ou la télé de cette époque-là, il y a eu un moment où est-ce que les gens qui étaient noirs avaient une comme subculture d'aller voir des films d'arts martiaux chinois, donc de kung-fu pis ces choses-là. Ils ont été bombardés aussi par ces films-là qui étaient des copies de copies et ainsi de suite, qui coûtaient que dalle, que tu trouvais un peu partout dans toutes les wannabe blockbusters qui n'en étaient pas au coin de la rue et tout ça, de copies privées, copiées, et tout ça, de petits cinémas indépendants et tout le kit. Fait qu'eux autres, des films comme, c'était quoi déjà, les 12 dragons du faucon, puis... Genre ça, là, le 5 Poison, les 5 poisons, les 5 Elemental Ninja. Moi, c'est Hidden Dragon, films, Crouching Tiger, quelque chose de même. Ça, c'est trop récent. Non, ouais, je sais, mais c'est toute la trame de ces films-là. Là, parce que le monde qui nous écoute connaîtront plus ce film-là que le reste des années 70, des films de Kung Fu. Imagine Hidden Tiger and Crouching... non, c'est Crouching Tiger, Hidden Dragon. Imagine ça, mais genre des années 70. Ça te donne une idée de la qualité. C'était quasiment plus du théâtre filmé que... Ouais, exact. Ou genre ceux qui ont vu Kung Pao,
toutes les vraies images du film Kung Pao avant qu'on rajoute les nouveaux Genre. acteurs par-dessus. Ça, c'est un Genre. film de cette époque-là. Genre. Fun fact, Kung Pao, c'est actuellement un vrai film là, qui joue dedans, mais le gars qui a fait ça, c'est juste un gars qui est millionnaire, qui a juste décidé qu'il allait starrer dans son propre film. Puis il a monté sa production pour genre 1 million de dollars. Il a sorti son film, puis ça a été ça. Puis il l'a juste fait pour le fun. Comme il y a pas genre, il en a pas refait d'autres. Il a juste fait comme ça va être drôle si je fais ça, il l'a fait. Puis ça a juste donné Kung Pao. Allez voir Kung Pao, ça a juste aucun chose. Anyway. En tout cas, fait que de cette époque-là, il y a vraiment une subculture qui est en train de se créer dans le fond de cette communauté-là où est-ce que c'est comme cool d'être noir puis de faire du kung fu. Parce que ça parle énormément à cette communauté-là, le kung fu. Parce que tu sais, les gens qui font du kung fu, souvent c'est des underdogs, c'est des petits asiatiques qui se battent, mettons, contre des hordes d'ennemis. Donc il y a un côté underdog qui est super attirant, c'est des films le fun, c'est de la baston puis tout. Donc c'est comme devenu, en fait, le concept des films de blaxploitation de ces années-là, où est-ce que cette communauté-là s'est un peu réapproprié son cinéma en faisant des films pour les Noirs, par des Noirs. Il y avait toujours des éléments de kung-fu dans ces affaires-là, parce que pour eux autres, dans ce cinéma-là, c'était quelque chose qui plaisait beaucoup, premièrement, à l'auditoire, puis deuxièmement, c'était les films avec lesquels ils sont allés voir au cinéma, ils ont grandi, donc ça prenait comme un bout un peu plus action. Je sais pas si vous avez vu le film de Eddie Murphy, Dolomite, sur Netflix. Si vous avez pas vu ça, allez voir ça. À un moment donné, c'est un genre de comédien qui dit, qui est cru, là, puis c'est un humour cru de l'époque, puis c'est lui qui se promène puis qui dit en tout cas, allez voir Dolomite, c'est vraiment bon, mais à un moment donné dans le film, il veut faire un film de Dolomite où est-ce qu'il joue un genre de comme un agent secret black, genre afro-américain, comme un undercover brother. Puis il est en train de diriger son film, puis il dit ok, là ça nous prend des chicks, ça nous prend de l'intrigue, ça nous prend genre des affaires, puis ça nous prend du damn kung fu, genre ça nous prend du fucking kung fu en quelque part. Il fait juste comme but we don't do kung fu, we don't care, like black people like that shit, let's put on some kung fu in there. Tu sais, c'était un peu cette période-là comme ça. Et Black Dynamite, c'est un film où est-ce que c'est un ancien agent de la CIA qui revient du Vietnam, donc c'est super iconique de l'époque, qui fait du Black Panther style kung fu. C'est une satire, là, ça existe pas du Black Panther, ben peut-être que oui, puis je sais pas, là. En tout cas, mais c'est une genre de satire, et là, tous les clichés sont là. Les clichés, genre, de la drogue de ces années-là, son gun, c'est un gros magnum qui tient comme ça, genre, tu sais, c'est pas genre un gun normal, c'est un esti gros Christy de 45 qui tient en 45 comme ça. Tous les clichés sont là, et à la fin, le méchant, c'est comme un vieux master de kung fu, genre avec sa vieille barbe, qui a comme des griffes, un peu comme dans Enter the Dragon. C'est très très drôle. Allez voir le film, ça c'est insane. C'est tous les clichés de ces films-là, de ces années-là, c'est fucking ça coche. Il y a un bout d'un moment donné où est-ce qu'il arrache un œil, comme... c'est fucking drôle. Allez voir ce film-là. Le pluck move, là, le classique pluck! Vraiment. Ça parle de cette communauté-là aussi des années 70, ça parle des pimps, ça parle de drogue, ça parle de ci, ça parle de ça parle de la relation qu'ils ont avec la police, pis tout. Un moment donné, il fait un monologue sur genre qu'est-ce qu'il a vu au Vietnam, ça a juste aucun crise de bon sens, là, tu sais. Wow. Ouais, Wow. c'est très très drôle, allez écouter ça. Fait que c'est un petit chef-d'œuvre, là, vraiment. Vraiment, c'est... Ouais. Moi je l'ai écouté comme 10 fois, c'est fucking drôle, là. C'est fucking Moi, c'est une drôle, des meilleures comme... comédies de jeunesse, là. Tu sais, comme vers 12 à 16 ans, là, je sais pas combien de fois j'ai dû écouter ce film-là. Ouais. Pis c'est comme, les gens dans le film l'appellent Black Dynamite, c'est son nom, genre. Ouais, c'est comme si c'était tellement iconique de cette époque-là que dans ce temps-là, les gens avaient pas vraiment de nom, mais il y avait comme genre ils se faisaient appeler comme qu'ils voulaient, tu sais, Black Dynamite, son nom c'est Black Dynamite, sa blonde l'appelle Black Dynamite, tu sais comme... Anyway, c'est très très drôle, allez voir ça, c'est insane. ça fait un bon éventail. Tu sais, tu compares, mettons, Falcon Rising, Black Dynamite. T'as deux films qui sont vraiment un antipode l'un de l'autre, là. Ah, vraiment. Ouais, Mais- je pense que c'était ça mon erreur. Moi, quand j'étais allé au club vidéo à l'époque, puis que je voulais louer ce film-là, je suis tombé sur Napoleon Dynamite. Ah. Ben, j'ai Similaire. appris la danse de la fin. Hey, fun fact, Napoleon Dynamite, qui est aussi un film de son époque, des années 90, parle également aussi des arts martiaux. Parce qu'à un moment donné, son frère, il veut apprendre un peu comment devenir comme cool, donc il voit une pub d'un gars qui s'appelle Rex Wando. Il s'appelle juste Rex, puis son art martial, le Rex Wando, où est-ce qu'il est là, genre avec ses pantalons de drapeau américain, puis genre il leur fait la morale.
Ouais, son bandana. Ça, yo, c'est. Take my wrist, other arm, other wrist. Sa femme blonde qui est juste beaucoup trop musclée. Ouais, you think I'm a fucking loser parce que genre je reviens genre avec Stella tous les soirs chez nous, genre non, I have to come and get it, tu sais c'est Rex Wando. Okay, come here and try to hit me. Oh my god. Jeez. Aussi un autre bon film à aller voir. Ouais, allez voir tous les films avec le mot dynamite dedans. Ça va être notre deuxième conseil de l'épisode. Après le Voilà. statement du début, le deuxième, c'est aller voir tout ce qu'il y a Dynamite dedans. Bon. La série, je veux parler un peu de la série de films Never Back Down. Parce que Michael J. White, c'est pas important dans le 2 puis dans le 3. Eh oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous les avez vus? Ben, je les ai tous vus. Le 3, je me souviens plus si je l'ai vu exactement, mais en tout cas, le 2, je l'ai vu, ça c'est sûr. Le 1, il m'avait profondément marqué aussi. Je pense que c'est un film très marquant aussi dans la libéralisation du MMA également, dans la culture mainstream. Un des premiers qui l'a vraiment mis de l'avant et qui a été un gros blockbuster en l'occurrence, puis qui a frappé beaucoup je veux pas dire les plus jeunes, mais en tout cas les adolescents, puis les jeunes adultes, jeunes hommes essentiellement. Ça reste un film. C'est un shonen blanc, hein? C'est un shonen blanc, ouais. Oui. C'est un shonen américain. Voilà. Mais le 1, je l'avais trouvé incroyable. Le 2, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que parce que Michael J. White est présent, puis que c'est le sensei dans le film, l'entraîneur de tous les personnages, il est un peu le personnage principal secondaire en trame de fond dans tout ce qui se passe. Il apportait beaucoup toute cette mentalité de respect qui était très présente dans les arts martiaux traditionnels et qui avait un peu disparu dans le début des années 90-2000 quand le MMA a commencé à devenir populaire. Lui, il a vraiment ramené ça, justement, à travers son personnage d'entraîneur dans ce film-là. Tout le respect dans les arts martiaux, le fait qu'il faut respecter son sensei, respecter son dojo, respecter ses partners, qu'il faut se battre seulement en dernier recours, etc. Toute la philosophie à travers tout ça. Fait que je trouvais ça intéressant qu'il y ait enfin ce mix-là qui soit fait dans un film qui parle de MMA. Ouais, puis c'est un vraiment bon move parce que comme tu l'as dit, avant ça, on voyait pas de MMA dans les films. Quand il y a des combats, c'était très chorégraphié, puis tu sentais le kata, là. Tu fais quasiment dire, ok, ça c'est le kata numéro 7 de tel courant. T'es comme... Maintenant, c'est plus fluide. Tu sais, depuis quelques années, tu regardes les combats, ça a l'air un peu moins chorégraphié, il essaie de rendre les combats un peu plus réalistes. Il y a moins, justement, des classiques, comme on disait, le move signature. Les acteurs modernes en ont moins. Parce qu'ils essaient de moins faire ça, justement, setup il y a juste les films de Spyro qui en font encore un peu. Ouais. Mais si c'est un film réaliste, ils en font pas, tu sais. Tu sais que Never Back Down, c'est arrivé à cette période où est-ce que, quand le combat dans le cinéma, tu sais, regarde, mettons, on parle, mettons, de Bloodsport, ok? Quand Bloodsport est arrivé dans les années 80, le concept du film, c'était, tu mangeais 3 coups, tu bloquais avec ta face, après ça, tu lui donnais 3 coups, il bloquait avec sa face, après ça. Ouais. C'est ça, tu sais. Il y avait c'était un peu bizarre, c'est très de son époque, mais tu sais, bloqué, là, dans les années 80, là, c'est pour les faibles, ok? Ça marche pas. Après ça, on a transitionné à quelque chose d'un petit peu plus fluide, mais tu sais, Jackie Chan le faisait bien, on était plus dans les films de Kung Fu quand ça se tapochait comme ça. Jackie Chan puis Jason Statham, c'est la mode du one-shot kill. Genre. C'est genre, Un ils peu font comme une ça. jambette dans la même motion qui te punch dans la face, puis le gars il est knock-out parce que c'est une horde d'ennemis. T'as pas le temps de donner 40 coups par dude, là. C'est genre 2 coups par dude, puis le gars il reste à terre. C'est ça. Après ça, t'es rentré, mettons, dans les débuts des années 2000, dans un genre de combat que j'appelle un peu à la Jason Bourne, où est-ce que t'as des clips de caméra, où est-ce que c'est super coupé, puis tu vois pas 100% l'action, comme ça tu peux tricher le plus possible, puis ça a l'air vraiment intense, puis ça a l'air vraiment juste comme cha, mais si tu le regardais dans un plan continu séquence, tu dirais ça n'a pas d'allure. Mais comme qu'ils font, semi-POV, caméra épaule qui change énormément. Exactement. C'est comme la façon qu'ils ont trouvé de tricher pour créer des chorégraphies vraiment intenses avec des acteurs qui sont pas vraiment bons pour se battre. Mais
c'était une nouvelle affaire. Tu sais, quand Jason Bourne est sorti, le premier Jason Bourne, le gars pète des gueules, tu vois même pas ce qui s'est passé, puis là tout le monde est comme oh shit, C'est ça, what tu a vois scene. pas le move, c'est qu'il coupe la motion comme s'il faisait ça en 0.2 secondes. Fait que c'est super Exactement. impressionnant. Puis ça, c'était un peu comme pour pallier le fait que ces films-là, qui étaient plus des films, mettons, parce que c'était pas des films de kung-fu, des films d'arts martiaux, c'était des films d'espions, puis de James Bond, puis de ci, puis de ça. Puis ces gens-là, c'était pas des martial artists. C'est Matt Damon, c'est un bon acteur, mais c'est pas un martial artist. C'est pas comme si tu regardes, mettons, un film avec Jet Li où est-ce qu'il va vraiment décrisser une personne, puis ça va vraiment se tirailler, puis ils vont s'échanger des blows parce que c'est des artistes martiaux. Donc, il y a eu cette période-là. Puis Never Back Down, c'est un petit peu sorti de ça en faisant, on va prendre le concept, mettons, des gens qui savent vraiment se battre, puis on va les mettre sur des plans plus séquentiels, plus clairs, pour qu'on voit vraiment la fluidité de la game. Puis ça donne des belles scènes, pis ils ont de l'air vraiment de faire des belles scènes d'MMA. Ce qui, tu sais, ça existe pas, là, des belles scènes de combat dans la vraie vie, là, honnêtement, là, tu sais, comme tu vois des glimpses puis des shots à gauche puis à droite, genre sur, mettons, LCN, mais overall, ça a de l'air pas mal plus fluide qu'un plan, mettons, à la Jason Bourne, ou ça a de l'air pas mal plus réaliste, mettons, qu'un fight à la martial artist, mettons, Kung Fu, ces choses-là. Donc, c'est comme un bon mélange d'arts martiaux, je trouve, pour ces films-là, puis je pense que c'est ça qui a fait un peu leur succès. Tout à fait. Puis le storytelling aussi dans ce film-là, le premier Never Back Down, je sais pas si vous vous souvenez, mais le storytelling, tu remplaces le sujet du MMA par des voitures modifiées. T'as Tokyo Drift, tout simplement, devant tes yeux. Le petit gars qui change de ville, qui arrive dans une nouvelle ville, C'est mais marrant. qui a un talent dans un sport en particulier, qui lui a causé plein de problèmes, puis finalement, ça revient malgré lui, puis il est obligé d'utiliser ses skills dans ce sport-là, puis finalement, ça le fait connaître, puis il tombe amoureux de la fille de ses rêves, puis il rentre dans la gang et tout ça. C'est Tokyo Drift. C'est vrai. Plus de char, Tout dans- plus de combats. Tokyo Drift. C'est une tourne en 4 temps. Puis c'est efficace. Ça marche bien. Tu sais, je pense que le film aussi, s'il y avait eu une histoire trop novateur, on aurait mis la MMA en arrière-plan au lieu d'être en avant-plan du film. Et je pense que c'est un bon move. Parce que le but du film, c'était que le monde fasse comme ah, ok, la MMA, c'est pas juste des barbares. Je pense que c'était ça le but, tu sais, de démocratiser l'opinion publique, que le monde arrête de penser que les combattants, c'est tous des sauvages. Tu sais, c'est tout du monde débile qui sont comme frapper. Puis là, tu regardes le film, t'es comme ben non, style. Là. C'est du monde qui s'entraîne, c'est un sport, c'est des athlètes, là. Il y a du sérieux là-dedans. Là. Ben, on n'aurait pas pu faire un film sur les premiers UFC parce que Mais ça, non, ça Chris. aurait été- Un film ça sur aurait été Royce Gracie qui fait juste des clés à terre à du monde pendant juste 2 des heures. chokes du monde qui savent pas se battre. ça aurait été tout un film. Une grosse scène intense, je sais pas si je vais être capable, je sais pas si j'ai mal dans les mollets un petit peu. Puis juste comme Roy, let's go, t'es capable, ok. J'ai gagné. Ce serait vraiment un film horrible. T'aurais la grosse face de Tank Abbott en gros poster sur l'affiche. Oh ouais. Moi, Juste comme aussi là. Dans Never Back Down 2, il y a une scène où Michael J. White il se fait comme attacher par les mains par des menottes de policiers, puis décide de juste comme casser la gueule à tout le monde avec les mains attachées. Esti, je trouve ça badass. J'allais réécouter le vidéo, le clip sur YouTube, je trouve ça encore badass. Je pense que ça date de genre quoi, 2015, genre, autour de ça, même peut-être plus jeune. Un petit peu plus jeune que ça, me semble. Puis la scène est encore folle, là. Le gars, il a les mains pas bouger, fait juste comme il swoop, le monde donne des coups de coude, donne des coups de pied. Utilise comme le fait que le monde ne savent pas se battre en unité aussi, là. Ouais, ben, lui aussi, le personnage de Michael J. White dans ce genre de film-là, on dirait que depuis le temps, il assume juste maintenant complètement à fond cette espèce d'aura d'acteur d'arts martiaux semi-invincible qui a des connaissances qui viennent de l'Orient que nous, on ne connaîtrait pas ici. Ouais. Que lui, parce que dans presque tous ses derniers films des 10 dernières années où il fait... qui sont justement orientés plus vers le MMA ou les arts martiaux en général, il fait toujours
le gars qui aurait pu être un champion 20 ans auparavant, mais qui finalement, pour X raison, ne l'a pas été, fait qu'il se ramasse à être juste un entraîneur ou l'ami du champion, puis finalement, il se ramasse à revenir sur le devant de la scène, puis à gagner la compétition ou quoi que ce soit. Puis il joue beaucoup sur cet aspect-là. Je sais pas à quel point c'est lui qui met ça de l'avant ou si c'est juste un addon que les scénaristes veulent toujours avoir Michael J. White dans leur film. Toujours lui qui pense. Mais tu sais, veut pas, il ramène un peu cette image-là du sensei qui a un savoir plus grand que ses élèves, un savoir secret. Il ramène un petit peu ce mysticisme de l'Orient. Ben, il est imposant. Par un occidental et qui nous remet ça dans la face ensuite. Il y avait un film, je me souviens plus du nom, dans lequel il joue justement avec Josh Barnett, l'ancien champion poids lourd de la UFC, qui a été dans le Pride aussi. Qui, dans ce film-là, justement, c'est littéralement ça. Le gars a failli être champion back in the days. Là, il revient 10 ans plus tard pour s'entraîner avec son ami qui est dans une nouvelle association, mais cette fois-ci Never Back Down 3. En Europe. Tu sais ça? Non. Je sais pas, moi j'ai vu le 1 puis le 2 dans les Never Back Down, j'ai pas vu le 3. Le 3, c'est encore un sensei, là. C'est encore comme des jeunes qui vont s'entraîner, mais j'aime que, tu sais, dans le 3, je me souviens d'une scène surtout les classiques où qui donnent des conseils. J'aime ça, les scènes, justement, où il est comme sensei dans la scène du film, parce que les conseils qu'il donne, c'est souvent des bons conseils. Ce que je disais, c'est au début, avant qu'on commence, c'est qu'il est vraiment bon sur ses fondamentales. Puis ça se voit parce qu'il en a fait 7 différents. Fait qu'il a pris les bases des 7 puis il les a fusionnés ensemble dans un esti de pilon solide, là. Quand tu regardes ses trainings pis les conseils qu'il donne, c'est tous des fucking bons conseils. Pis ça fait changement de genre un sensei dans un film comme ben c'est simple, tu kicks sur son menton. Pis là le gars il pratique des kicks de menton. Ou tu sais le sensei, ce que j'appelle le sensei genre biscuit chinois là, où est-ce qu'il donne Karate des conseils Kid, là. Peins la aucun clôture. crise de sens. Peins la clôture. Maintenant tu sais blocs, regarde. Ouh. Genre ça là, ou genre tu vas seulement être capable genre d'atteindre comme le niveau genre quand tu vas avoir découvert que ton adversaire c'est toi-même genre. Ah ouais, t'atteins le niveau 7 seulement quand tu deviens toi-même, là. Comme, ok, je comprends ce que t'essayes de dire, mais je veux dire dans le concept de ma pratique, c'est pas particulièrement pertinent live, là, mais bon, whatever. De toute façon, il fait juste dire ça pour qu'à la fin du film, le gars fasse une transition de personnage vers ce truc-là. Là. Anyway. C'est ça. Les films Never Back Down, ça a été aussi des excellents films de propagande pro-UFC, pro-MMA. On ne se le cachera pas. Je me souviens dans le 2, quand tous les élèves ils rentrent dans la salle d'entraînement, qui est en fait une espèce de cours mal arrangé. Mais quand ils rentrent dans leur salle d'entraînement, puis que là, on voit Michael J. White en train de faire un kata de Kyokushin avec Lyoto Machida. Moi, pour vrai, à ce moment-là, j'ai un peu bandé. C'est microc, là. J'ai un peu bandé, puis je me souviens que c'était dans les années où je commençais à m'intéresser vraiment plus au UFC, puis ça a été vraiment un petit serrage de boulon nécessaire pour que j'y aille plus à fond, là, de voir Michael J. White, que pendant tout le film, on te place comme étant la voix de la sagesse, le meilleur combattant du film et tout ça, mais il se battra jamais non plus contre le méchant du film ou quoi que ce soit, c'est ses élèves qui vont s'en servir. Puis là, tu le vois s'entraîner avec le gars qui, à l'époque de la sortie de ce film-là, si je me trompe pas, il venait de prendre sa retraite, mais c'était peu de temps après qu'il soit champion light heavyweight, puis qu'il avait toute son aura d'invincibilité autour de lui. C'était marquant de voir ça dans un film. Super bon move, parce que, tu sais, il était autour d'un sport que lui-même, il pratique pas. Tu sais, comme il est pas un combattant UFC, là, tu le verras pas dans une scène, jamais dans une carte UFC ever. Mais il a fait tellement d'arts martiaux qui est pertinent pour la scène. Fait qu'il est toujours gravité autour sans être dedans, tu sais. Ben, je veux dire, je pense pas que c'est un combattant UFC dans le sens qu'il a pas participé, mais je veux dire,
ça veut pas dire que. Moi, je pense qu'il a dû s'entraîner un peu, il a dû faire du ring un peu avec du monde, là. Je veux dire, Ben c'est je ça, pense ben pas oui, parce que. qu'il entraîne du monde. Fait que oui, c'est pour ça que je dis qu'il a graffité, mais il y a pas, tu sais, on le verra jamais sur une carte, on pourra pas évaluer son talent d'un Ah contre un. non, ben. À un moment donné, là, je veux dire, pas obligé d'être tout le Mais temps ça aurait sur une été carte nice. de. Ça aurait Jean-Claude été Van cool. Damme versus Michael J. White. On Ben, va tu sais, faire ça. objectivement, le gars, il est legit. Le Oui. gars, il peut casser la gueule à pas mal la majorité des êtres humains lambda sur Terre. Mais d'un autre côté, c'est pas un combattant à proprement parler. Il a pas tous ses réflexes puis tout ce sang-froid nécessairement. Après ça, je peux me tromper, mais il a probablement pas toute cette expérience de combat puis de ring time. Oui, il l'avait à un que- moment donné, mais à force d'être acteur, tu as moins de temps. Là. Je peux pas croire que. Tu sais, à l'époque où il gagnait ses titres, qui était ado, qui faisait plein de compétitions, s'il avait continué avec le même mindset, peut-être qu'il serait arrivé là. Mais tu sais, comme quand tu fais Ouais. 3-4 films par année, c'est clair que t'as pas le temps de t'entraîner assez pour rester à un niveau, mettons, à Georges Saint-Pierre. Là, tu sais. Non, exact. Puis dans tes films, surtout quand t'es l'acteur principal, en général, on évite de te sacrer des shots Yeah. dans la face. Alors, il a dit en entrevue que lui, il était pas frappé. Là. Il y a pas de hit, il y a jamais de vrai hit, à part si c'est comme avec quelqu'un qui est vraiment bon à ce que ça fasse pas mal s'il se fait hit. Là. Hey, je vous ai c'est un film, là. Mais il y avait name drop, je les ai oubliés malheureusement, mais il y a name drop des acteurs qui paraît qui étaient spécialisés en frapper de toute leur force, mais que ça fasse pas mal. Tu sais, d'avoir comme les bonnes motions, puis renlever comme leur force juste à la dernière seconde, pour comme te simili bitch slap. Mais dans le fond, de donner une grosse motion punch, puis dans le film, ça a l'air tellement clean, comme si t'avais knocké, mais toi, t'as juste senti genre... Ouais, ben Steven Seagal, il dit qu'il a entraîné toutes ces personnes-là, d'ailleurs. Oui. Non, c'est Steven Seagal, il apprend à knocker, lui. Il fait pas des faux, là. C'est un maître. Ok, tout le monde, on prend un break de la scène. Je vais juste vous montrer comment faire un move. Vous voyez, là, il est mort. You Mais tu sais, see, les deux, ils ont des chaînes YouTube, hein. you see how strong I am. Steven Seagal, il y a une chaîne YouTube. Ben, je pense pas que c'est lui qui a genre, mais il y a plein de vidéos de lui que tu peux trouver sur YouTube. Fait que c'est comme s'il y avait une Ouais, chaîne ouais. YouTube. Michael J. White, il y a une chaîne YouTube. C'est ça Ouais. que tu me disais tantôt, hein? Il y a une chaîne Parce YouTube qu'il dans parle laquelle la majorité de ses vidéos, c'est How to Strike with Maximum Power. Fait qu'il montre... C'est souvent lui devant un punching bag, là. C'est pas un setup à tout casser. Mais il montre comme... J'ai regardé une vidéo de 30 minutes où il donne des conseils sur comment striker. Juste un strike normal, là. Pas uppercut, jab, rien. Juste comme... Tu te places, puis tu punches. Tu reviens. Mhm. C'est le move de base, mais il passe 30 minutes à tout le décortiquer. Il va comme, Ouais, tu sais, alors ton que- angle de punch, faut que ça soit ça. Ton bras, quand t'es stab à la fin, faut que ton épaule soit placée comme ça pour être stab avec ta colonne. Il faut que tes jambes soient placées de telle façon. Ton cou vient des hanches. Tu sais, il va vraiment tout décortiquer la base. C'est ça que je dis que c'est le fun de voir qu'il a pas perdu ça, puis pour lui, c'est encore important, le Foundation. Puis il disait en interview que il faisait des séminaires. Ben, tu sais, Jim, tu l'as croisé en séminaire, fait qu'on a la preuve qu'il fait des séminaires, là. Ouais, il en fait. Il a fait un séminaire de karaté dans lequel il y avait un punching back matrix dans lequel, tu sais, tu peux punch. C'est comme un mannequin que tu punches, puis ça dit la force dans laquelle tu l'as punché. Quand il est allé à ce séminaire-là, la personne qui allait puncher le plus fort dessus pouvait repartir avec, puis il avait gagné ce concours-là. Fait qu'il avait ramené le truc chez lui. Puis il a juste passé 1 an à entraîner ses basics pour augmenter son score sur le punch value. Fait que tu sais, le gars, il a réalisé à quel point c'était important que tes bases soient solides. Parce qu'il était déjà cut, il était déjà en forme. Puis il a quand même trouvé une façon d'augmenter. Il dit qu'il a comme augmenté de 50% son striking power, juste en Parce que ce voyant sa gars-là, base. il mise tout sur la technique avant C'est ça. de miser sur la force et tout ça. T'sais, la seule raison pour laquelle il est en shape de même, puis probablement un petit peu shooté, c'est parce que ça vend plus au box-office. Ben tout oui. Simplement. Ben oui. Mais, C'est Hollywood, là. T'sais, tu parlais de sa chaîne YouTube, How to Strike with Maximum Power. Ça, en fait, c'est une grosse copie de la chaîne de Steven Seagal qui est intitulée How to Strike with Maximum Burger. Ben oui. Dans lesquels il apprend à frapper avec différents hamburgers. Le premier, c'est avec un Big Mac, d'ailleurs. So today, guys, we were gonna see how to hit with maximum hamburger. We got a Big Mac here. It's the most up high burger that we got on the market. Oh my god.
Mais quand tu compares les deux, comme moi, la dernière vidéo que j'ai vue, le plus récent de Steven Seagal, c'est une vidéo de lui qui démonte son front kick, ok? Pis il fait 3 pas vers l'avant, il passe proche de tomber, puis il kick à hauteur. Je suis même pas sûr qu'il sera à la graine de son adversaire, ok? Pis ça, c'est censé être un kick de face. On en a déjà parlé de ça. Tu sais, quand t'avais dit, je pense pas qu'il sera à ma graine, puis là, moi, j'étais juste comme, toute la graine est basse en esti. Mais, après ça, tu compares, tu sais, ça, c'est un move de base, ok? Un front kick, c'est un move de base. Ouais. Là, après ça, t'as le normal punch, qui est un move de base, pis t'as la vidéo de Steven Seagal qui dure 8 secondes, qui est excessivement pathétique, pis t'as une vidéo de 30 minutes de Michael J. White, qui est vraiment descriptif pis on point. Je pense que juste ça est suffisant pour faire le comparatif des deux. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'arrêter de parler de Steven Seagal? Ben, c'est parce qu'ils vont ensemble pour moi. C'est pour ça que Il a ce mois-ci, gagné. fallait que je parle des deux. C'est comme la même game, mais une réussie puis une pas réussie. Mais C'est quoi, t'as dit, Seagal, Curse? il a gagné. C'est tout simplement. Oh non! Il a gagné. Oh. Ok. On est obligé de parler de lui. T'as-tu vu quand il a fait une émission de télé, puis c'était un shérif, puis qu'il était dans le char de shérif, puis il met juste les cerises pour s'en aller, genre, au drive-thru? Vous avez pas vu cette scène-là? Ok. Oh wow. Mais c'est sûr. Oh. Ah, il paraît, je viens de tomber là-dessus, mais Michael J. White, il a joué dans Android Cop. Un vieux film à la Robocop. Michael J. White a fait plein de films intéressants. Il a fait c'est quoi je voulais dire? Il a fait t'as bouge pas. Je l'ai juste Pendant dit. que tu Bougez cherches, pas. il a fait aussi Undisputed 2. Que moi, il y a une scène de combat là-dedans que je trouve tellement nice. Il a fait Mohamed Ali dans The Legend of Bruce Lee aussi. Ah ouais. Ouais, il a fait un appearance. Il y avait une série en ligne qui s'appelait Mortal Kombat Rebirth aussi où est-ce qu'il jouait Jax. Oui. Tellement Encore là, nice. très bon casting. Il a joué. Il a fait un film qui s'appelle Chocolate City. C'est drôle. Ce qui est drôle, man. C'est ça l'affaire. C'est un. Pour moi, c'est genre un. Pour d'autres comédiens, il devrait être un threat, man. Le gars, il sait se battre. Il est un beau bonhomme. Il joue bien. Il est capable de faire des comédies puis des films d'action. Il a joué dans Batman avec le Joker. Ben oui, mais il y a un mini-rôle dedans, là. Mais il joue Gamble, qui est un des... Gamble. Ouais. Il y a actuellement un bon personnage aussi dans Batman. Ouais, c'est ça. Donc, le film spirituel qu'il veut faire, qui serait comme, mettons, Black Dynamite 2.0, le même style ça s'appellerait The Outlaw Johnny Black. Donc, ce serait probablement un film nice. comme ça aussi. Il a fait... il est là aussi dans Undercover Brother, dans le deuxième film. Quelque chose de le fun aussi qu'il a fait. Undercover Brother, man. Ça, c'est drôle aussi, là. Ça, c'est drôle en esti. C'est-tu là-dedans qu'il y a la scène de drift ou c'est dans Black Dynamite qu'il y a la scène de drift que le café bouge pas? Je pense que c'est dans Undercover Brother. Je pense que c'est dans Undercover Brother, ouais. Scène de drift, pis genre, le gars, il a un café dans son char, pis il drift à genre 150 km/h, pis le café, il reste intact. Genre, les liquides, ils bougent pas dedans. Ouais. Il a déjà joué Mike Tyson aussi, dans un film. Ah, vous autres, c'est quoi votre scène de combat préférée de Michael J. White? Moi, c'est définitivement la scène où il démonte plein de prisonniers, dont Kimbo Slice. Ouais, ça, c'est une bonne scène-là, scène. elle est insane parce que c'est de la violence gratuite. Ouais. C'est de la violence gratuite. Puis, je dis que c'est de la violence gratuite. Le gars, il se fait attaquer par une gang de gangsters prisonniers. Puis il réussit à tourner ça en violence gratuite. Puis, les gars sont armés de petits chiffres, de petits couteaux fabriqués sur le tas, comme on en trouve plein en prison. Puis, il défonce tout le monde. Il me semble qu'à la fin, il en enfonce un dans le chest de quelqu'un, puis il fait juste le réenfoncer avec un kick. C'était wow. C'était tellement wow. Je veux dire, t'as pas besoin de gardien de prison quand tes prisonniers peuvent se défendre eux-mêmes, là. Bon point. Moi, j'ai deux scènes.
La première scène, c'est dans Falcon Rising, quand il se bat contre le dude en Tuxedo vers le milieu du film. Là. Ils font des fights privées, puis il se bat contre le dude qui fait comme, on dirait qu'il fait comme quasiment du taekwondo là, avec ses kicks. Puis il commence à comprendre son pattern, fait qu'il commence comme à kick ses kicks, puis là, l'autre, il commence juste comme à perdre foi en l'humanité, puis il commence à réaliser qu'il est pas de tête, tu sais. C'est un bout de le fun. Mais ma scène de lui préférée, puis là, c'est un spoiler un peu de Black Dynamite, là. C'est qu'à un moment donné, bon, il se bat contre le méchant Kung Fu Guy à la fin, puis le méchant Kung Fu Guy, il y a comme un genre de boomerang qu'il lance. Puis à un moment donné, comme il réussit comme à s'enfuir, puis le Black Dynamite il pogne le boomerang, puis il part à courir après, puis il commence à se battre contre le gars. Puis à un moment donné, le gars il est juste comme Rah! Comme ça, puis là il y a comme juste le boomerang qui passe dans le shit, puis chope le bras genre du méchant, puis il fait comme Ha! I threw that shit earlier! Tu sais comme. Parce que le concept c'est que le boomerang il revient tout le temps, fait qu'il a juste pitché en courant, il commence à se battre avec, il a arrêté, puis le boomerang il est juste revenu, puis il a chopé à la méchant, puis il fait juste comme une chance que je l'ai lancé plus tôt. C'est juste comme. C'est fuck you drôle. C'est juste. Ouais. C'est vraiment. Le gars, Ouais. il est drôle, man. C'est un funny guy. Je sais pas si c'est lui qui fait ses gags ou ses textes, là. Mais yo, il est drôle. Il en deliver Christ, man, vraiment ce gars-là. bien, en tout cas. Au moins, je sais pas s'il écrit, mais il est deliver en esti, là. Mais quand t'as ce sérieux-là dans ta face, puis cette présence que tu peux faire, en plus de la grosse voix qui semble proférer de la sagesse quand tu parles, ça fait un contraste obligatoirement comique. Moi, ça me fait penser un peu, parce que j'ai pas vu Black Dynamite, mais j'ai vu Shaft. Oui. Le même C'est. genre de personnage. Oui, ouais, c'est un genre de shaft, ouais. Même genre d'affaire. Shaft. Wow. Tu sais, quand ton nom, c'est juste le mot le plus pénis qu'il y a pas, là. C'est tellement le nom le plus phallus ever, là. Yeah. Shaft. Je représente c'est la masculinité. C'est comme si t'étais québécois pis tu t'appelais Mike Grosse-Graine, tu sais. Tabarnak. Ouais, exact. Puis je suis sûr que s'il faisait un remake de Shaft, ce serait le dude le plus féministe en plus. Là. Parce qu'il réussit tout. Il est bon dans tout. Oh. C'est vrai. Est-ce que ça serait drôle? Vite même. Oh, Lynn. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez rajouter sur notre cher Michael J. White? Allez écouter Black Dynamite. Tabarnak, c'est un bon film, man. Je vous le promets. Je vous le promets. Yo, c'est tellement drôle comme film. Curse, il l'a pas vu, mais il vous promet que c'est un bon film. Yo, va l'écouter live. Je sais pas ce que tu fais tantôt, là, mais écoute-les là. C'est tellement drôle comme film. Toi, Curse, quelque chose à rajouter? Ben, si vous voulez avoir plus de preuves que le karaté fonctionne, je veux dire, le Michael gars, J. on White. a fait tellement de styles différents, des styles reconnus pour leur efficacité en compétition, dont le Kyokushin puis le Kyokushinkai, dont il est le principal héritier, au même titre que Georges Saint-Pierre, au même titre que Lyoto Machida, au même titre que tellement d'autres qui ont démontré au fil du temps que ça fonctionnait. Mais ça me semble que Jason Statham aussi, il vient du Kyokushin, si je me trompe pas. Il me semble que oui. Bref, le C'était pas un karaté. bug, hein? C'était un bug dans nos têtes, quand Ouais. Ben, Mais en tout cas, oui, il a super bien démontré que le karaté c'est efficace. Là. C'est pas juste des katas, puis si tu l'utilises bien, puis tu travailles tes fondamentales pour vrai, tu vas striker efficacement. T'sais, au c'est point qu'il y a surtout des que fighters de c'est la UFC. technique. C'est surtout une question de technique, en fait, au-delà du style C'est ça, d'art exact. martial que tu vas pratiquer, du style d'art martial que tu vas pratiquer. C'est une question de technique, parce que, ultimement, donner un coup de poing, ça reste donner un coup de poing, là. Peu C'est importe ça. le style, mais t'as différentes techniques, différentes approches pour donner un coup de poing. Dans le karaté, c'est beaucoup plus des coups directs extrêmement rapides que tu masques. Dans la boxe, tu vas pouvoir mixer beaucoup plus de crochets, d'angles différents, et ainsi de suite. Mais ultimement, si tu as une bonne technique, tu auras toujours un avantage sur l'autre. Puis c'est ce que Michael J. White a toujours essayé de prôner à travers ses films, à travers sa carrière, à travers le monument qu'il a créé autour de lui. Puis je pense que c'est l'essentiel de son œuvre, en fait. Le fait qu'il essaie de remettre de l'avant
puis de moderniser ce côté un peu traditionnel qu'on trouve dans les arts martiaux, justement, de le rendre plus accessible, tout en gardant les aspects que lui jugeait primordiaux, justement, donc le respect du sensei, le respect de son opposant, le fait de ne pas utiliser ça à tort et à travers. Tout ça, c'est des éléments primordiaux, en fait, des arts martiaux traditionnels qui continuent de pousser à travers ses films. Puis pour ça, merci, Monsieur White. Tu parles un peu de son apport de technique. Dans son dojo, il disait en entrevue que quand il apportait justement son mannequin qui calcule la force, il disait qu'il y a beaucoup de femmes de très menues, là, des 110 livres et moins, qui strikaient beaucoup plus fort que des gars de 240 livres et plus, juste parce que le gars strikait comme un cave. Es-tu en train de me dire qu'il amène son mannequin pour mesurer la force partout avec lui? Oui. Ouais. Et il a dit que quand il l'a eu pour la première fois pendant les 5 premières années, il était vraiment addict. Puis il l'apportait partout. Puis il a juste passé 5 ans à travailler comment développer le maximum striking power. Wow! Fait que c'est un passionné. T'imagines le dos dans la lumière rouge en attendant de traverser la rue? Tu sais, il y a ça. Ouais, c'est ça, sur son banc, quand on passe à G, il y a le mannequin, puis il fait juste des side punch, genre, il pratique ses side punch. Pow! Bonjour, Michael J. White, frappez sur mon demi. Bonjour, Michael J. White, frappez sur mon demi. J'aimerais calculer votre force, frappez sur mon demi. J'aimerais calculer votre force, frappez sur mon demi. C'est comme un peu... c'est-tu dans... c'est-tu Afro Samurai que genre, le gars, tout le monde est après le number one, puis ils ont tous des bandeaux avec un numéro, puis tout le monde, ils veulent se rendre au numéro 1. C'est-tu dans Afro Samurai? Pas si c'est dans ça. Mais je me souviens de quoi tu parles, j'ai vu ça. Ça a un feeling de ça, c'est que le gars, il cherche juste la personne qui strike le plus fort ever pour juste comme la duel, puis voler son bandeau du numéro 1, tu sais. C'est ça qui est important. Ouais. Anyway. C'est ce qui va mettre fin... Ça tombe pour Steven Seagal. Oh, ça serait fou. Ça serait dans ça, Steven Seagal. C'est ce qui va mettre fin à notre épisode sur Michael J. White. J'espère que vous avez apprécié. On va se revoir sur une autre vidéo, tout le monde. À plus. Can I hit your dummy with a burger? Un strike de burger sur un demi, ça c'est fort, man. Si t'as 1 point de strike par point de calorie, là, oh my God. Tu vas le destroy. Le gars, avant de faire une grosse scène, il a besoin d'aller au Five Guys, là, je veux dire, il faut qu'il... Ça prend... Ciao tout le monde.